Alors je commencerai par une citation que l'on attribue au philosophe Héraclite, au VIe siècle déjà, avant notre ère. La santé de l'homme est le reflet de la santé de la terre. Puis une seconde, de Jean d'Alembert, dans une lettre qu'il a écrite à Jean-Jacques Rousseau. La morale est comme la médecine, beaucoup plus sûre dans ce qu'elle a fait pour prévenir les maux que dans ce qu'elle tente pour les guérir. Alors l'idée, ça va pas être de faire l'exégèse de ces citations, mais d'introduire notre discussion d'aujourd'hui autour de la santé de demain, que l'on va décliner autour de 3 axes. Donc la santé préventive, la santé intégrative et la santé planétaire. Et pour ce faire, nous avons le privilège aujourd'hui d'accueillir 3 intervenants. David Boels, docteur en pharmacie et toxicologue clinicien au CHU de Nantes et référent de l'axe santé-environnement à la faculté de Nantes. Bonjour, Véronique Mondin, infectiologue au CHU de Nice et actrice majeure du développement de la médecine intégrative au CHU à la faculté de Nice. Et enfin, Raphaël Weil, médecin en santé publique, t'es doctorant en économie de la santé, cofondateur des ateliers Mercure, et dans un groupe qui est un groupe de réflexion pluridisciplinaire qui s'intéresse particulièrement aux évolutions du système de santé français. Commençons de suite par un constat. Le secteur de la santé est un secteur prédominant, 11% du PIB en France, 9% de l'emploi en France, et pourtant, il souffre de quelques pathologies que nous avons identifiées et que nous voudrions lister rapidement. Premièrement, une part augmentante des pathologies chroniques dans les dépenses de la santé. Ça se reflète dans les dépenses de santé. Aujourd'hui, en 2022, 62% des dépenses de la santé proviennent des pathologies chroniques et ce chiffre ne va faire qu'augmenter du fait des perspectives démographiques avec le vieillissement de la population qui va de fait faire augmenter la part des pathologies chroniques. Deuxièmement, une crise, vous l'avez vu tout au long du module environnemental, auquel le système de la santé participe. Selon une étude récente faite par le think tank The Shift Project, 6 à 8% des émissions carbonées du pays proviennent du secteur de la santé. Et de plus, les pathologies résultant du changement climatique vont être donc en augmentation. Et donc, le secteur de la santé va devoir répondre à cela, mais il n'est peut-être pas encore prêt. Après donc ce constat, quelques définitions qui nous paraissent nécessaires. Oui, donc avant de commencer à discuter, je pense que c'est important de définir les termes, et je vais peut-être laisser la parole à Raphaël. Moi, j'ai trouvé une définition de la médecine dans le Larousse, donc ça permettra de rebondir dessus. L'ensemble des connaissances scientifiques et des moyens de tous ordres mis en œuvre pour la prévention, la guérison ou le soulagement des maladies, blessures ou infirmités. Donc est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus et sur une définition peut-être plus globale de la santé en général ? Merci pour cette invitation. Pour les définitions, je connaissais pas cette définition de la médecine, mais elle me convient parfaitement. En général, dans les cours que j'ai l'occasion de donner, les premières définitions et distinctions que j'essaie de mettre en avant, c'est celle entre la santé et le soin. Souvent, on parle d'un système de santé et en fait, on se rend compte qu'on est très proche d'un système de soins, essentiellement. C'est le cas en France, mais c'est le cas dans beaucoup d'autres pays, avec la distinction qui est la suivante. Le soin, c'est les actions qu'on met en œuvre pour restaurer la santé des individus lorsqu'elle peut être altérée par la maladie. Sauf que quand on prend la définition OMS de la santé, c'est un état complet de bien-être social, physique et mental. Voilà. Je devrais le savoir. Donc un état complet de bien-être physique, mental et social. Cette définition est donc un peu opposée, s'oppose à la notion de soins qui s'occupe de traiter des maladies. Et donc pour la définition de la santé, un système de santé, il s'intéresserait également à la préservation de la santé par notamment ce qu'on appelle la prévention et la promotion de la santé, qui sont deux aspects un peu distincts de tout ce qu'on peut faire en amont de la maladie pour éviter son apparition. Par rapport aux différents déterminants là qu'on a identifiés, j'ai l'impression que dans le titre de la table ronde, on a à peu près les différents axes de santé qui permettraient d'y répondre. Donc on a la santé préventive, la santé planétaire intégrative. On va essayer de définir aussi ces termes, si vous voulez rebondir sur les différentes définitions. Très bien. Alors effectivement, il y a 2 façons de voir les choses. Il y a la santé intégrative, c'est-à-dire comment préserver la santé par rapport aux déterminants de santé dont vient de parler Raphaël. Et puis il y a la médecine intégrative, c'est comment la médecine se permet aussi de proposer des niveaux d'intégration au moment où le patient a une maladie.
Et alors, la définition de la médecine intégrative, elle peut reposer sur plusieurs niveaux d'intégration. Donc, le niveau qu'on connaît le plus facilement, le plus classique, c'est comment associer notre médecine qu'on appelle aujourd'hui conventionnelle, celle qu'on apprend tous dans nos facultés, qui est quand même de pointe et extrêmement efficace, notamment dans l'aigu et dans les choses un petit peu, dans l'aigu essentiellement, à des approches qu'on appelle aujourd'hui plutôt interventions non médicamenteuses, qui effectivement sont différentes, qui reposent essentiellement sur les grands principes d'hygiène de vie ou de déterminants de santé dont a parlé Raphaël. Et par exemple, c'est l'alimentation, c'est l'activité physique, c'est le lien avec la nature, c'est le lien avec l'autre. Et ce sont vraiment des choses très très importantes. Et c'est donc un premier niveau d'intégration. Le médecin doit se rendre compte que c'est quelque chose qui a en lien avec la santé de son patient. Le deuxième niveau d'intégration, c'est qu'on n'est plus sur une intégration uniquement, par exemple, si quelqu'un est malade, la considération d'un organe malade, mais on va s'intéresser à un patient, on va s'intéresser à une personne. On parle d'un système qui n'est plus centré sur une maladie, mais sur un patient. Dans toutes ces caractéristiques biopsychosociales, c'est-à-dire qu'on essaye aussi de faire le lien entre le corps et l'esprit et tous ces éléments-là. Ça, c'est vraiment les définitions classiques. Puis moi, j'aime bien apporter deux autres niveaux, troisième et quatrième. Alors, c'est peut-être mon travail d'infectiologue qui fait que je suis particulièrement sensible au niveau, cette fois pas individuel, mais collectif de l'intégration dans le cadre du One Health, c'est-à-dire comment notre santé humaine, elle est en lien aussi avec la santé des animaux et avec la santé environnementale. Et là, on retrouve un certain nombre d'éléments que tu as cités. Et on a des exemples très récents qui sont particulièrement parlants, la Covid, la résistance aux antibiotiques, si vous voulez, on pourra en dire un mot. Enfin, il y a plein d'éléments comme ça qui illustrent parfaitement ce que c'est que ce One Health. Et le quatrième niveau, c'est celui de l'intégration des limites planétaires, parce qu'aujourd'hui, on est dans un système de soins, tu l'as dit, Marine, qui consomme beaucoup de ressources. Est-ce qu'on va arriver encore à soigner avec les mêmes ressources, alors qu'il y a de plus en plus de patients, de moins en moins de médecins et des difficultés à obtenir des ressources? Les médicaments sont issus du carbone, sont issus du pétrole. Donc, il faut vraiment s'interroger sur ces limites planétaires et comment on peut soigner en diminuant les ressources. Donc, voilà un peu les 4 niveaux d'intégration. Je crois que la médecine intégrative répond parfaitement à ces 4 niveaux. Je rebondis, mais je pense qu'on va le redire un peu au fur et à mesure de la table ronde. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que dans la médecine intégrative, on est moins consommateur carbone, et donc on active un espèce de cercle vertueux où on peut à terme diminuer les maladies chroniques et en même temps moins consommer. Et je pense que pour la médecine préventive, c'est aussi la même chose, c'est-à-dire essayer d'anticiper en amont pour avoir des doubles effets bénéfiques. Par rapport à cette médecine préventive, son intérêt aussi, c'est cette médecine intégrative, c'est qu'elle redonne au patient tout son pouvoir d'auto-guérison, que quelquefois on oublie un peu dans notre médecine classique, c'est-à-dire qu'on applique des protocoles standardisés à tout le monde, et comme dit la phrase, one fits all, c'est pas tout à fait la vérité. Donc il faut vraiment replacer la singularité du patient dans nos approches, et je pense qu'ils sont très contents de retrouver cette autonomie, ce pouvoir de choix, de décision. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. En revanche, il faut pas se cacher que ça peut être aussi tout un domaine où il y a énormément de flou, et notamment de flou dans notre pays, parce qu'il y a des tas de pays qui ont déjà mis en lien cette médecine dite non conventionnelle ou des interventions non médicamenteuses avec la médecine conventionnelle. Et donc, il y a sûrement un gros travail à faire pour insister sur le fait qu'il ne faut utiliser que des pratiques validées, scientifiquement reconnues. Voilà, ça c'est très important, garder la sécurité pour nos patients, la transparence et voilà, le fait qu'on fasse des choses qui leur fassent toujours du bien. Oui, j'abonde dans ton sens et surtout je trouve ça très salutaire la distinction que tu fais entre bien-être et santé, parce qu'on voit que via cette porte très intéressante de la médecine intégrative que je connais peu, il y a un certain entrisme de la part on va dire du business du bien-être qui est beaucoup moins validé scientifiquement et qui n'a pas de validation scientifique, et donc c'est vraiment important de faire cette distinction. On est bien sur de la santé avec de l'efficacité et de la sécurité qui sont reconnus sur le plan scientifique, qui relèvent de pratiques on va dire peu conventionnelles, mais qui ne sont pas pour autant des choses totalement ésotériques et sans validation scientifique. Donc, il faut bien faire la distinction entre les deux, parce que il y a par ailleurs un entrisme très fort de la part de ces industries, parce que c'en est, de l'économie du bien-être. Voilà. En fait, je reviens à quelque chose qu'on a abordé tout à l'heure, mais j'ai insisté un petit peu là-dessus, parce que vous avez vu qu'on a parlé tout le temps d'intégration.
c'est-à-dire d'intégratif. Je voulais insister sur le fait des mots, parce que c'est important, dans le vocabulaire un peu de tous les jours, les médecines dont on parle sont quelquefois qualifiées d'alternatives. Et ça, je voudrais que ce soit un mot qu'on oublie, il n'est pas approprié. On ne peut pas alterner, on peut éventuellement, dans le cadre de la préservation de sa santé, utiliser juste ces approches-là. On va bien, tout va bien, donc il n'y a pas besoin d'utiliser des médicaments. Mais dès qu'on est malade, bien évidemment qu'on est dans l'intégration, et l'alternative ne se fait que quand effectivement, comme tu le disais, quelquefois on n'a pas accès. Et là, c'est compliqué. Il faut vraiment, voilà. Donc c'est vraiment un mot qu'il faut essayer de ne pas utiliser, de s'en méfier totalement. Il faut rester sur intégratif. Véronique a dit quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire recentrer la médecine sur le patient. Et ça passe probablement par l'interrogatoire du patient qui aujourd'hui en consultation de 30 minutes doit être fait, on va pas se mentir, rapidement. Et David, je crois qu'à Nantes, vous avez développé une façon de faire l'interrogatoire qui est plus poussée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors à Nantes, on est en cours de développement de cet interrogatoire. Donc, c'est effectivement une réflexion forte qu'on a au sein du CHU. C'est-à-dire que par les expériences passées, on se rend compte souvent que l'interrogatoire se limite dans les comptes rendus à l'hôpital à quelques informations telles que la consommation de tabac, la consommation d'alcool. C'est relativement limité. Et en fait, on sait qu'il y a énormément d'éléments qui apporteraient à la fois en termes d'étiologie par rapport aux pathologies auxquelles le médecin va être confronté face à son patient. Et donc, il faut connaître tous ces éléments de vie, qu'ils soient à la fois du côté professionnel, et ça, les médecins du travail ont déjà cette culture depuis longtemps, mais également du côté personnel. Et donc, il faut vraiment avoir un interrogatoire qui va aller dans une direction qu'on appelle un mot un peu barbare qui est l'exposome, effectivement, mais qui est cette notion vraiment de prendre la personne dans sa globalité, comme l'indiquait Véronique, et donc sa globalité, c'est sa vie au quotidien, et c'est à la fois son environnement qui est subi. Et donc à l'intérieur, on peut retrouver la pollution lorsqu'on habite en ville, notamment aux particules fines. On peut retrouver une exposition à des pesticides quand on est plutôt en milieu rural. Et puis, on subit également le climat. On en parle beaucoup aujourd'hui. Donc ça, c'est des éléments plutôt subis sur lesquels on peut avoir des interventions, mais qui sont quand même des interventions plutôt, je dirais, des actions publiques. Et puis, il y a également tous les éléments qui sont plutôt sur le comportement individuel. C'est plutôt cela qu'on connaît au départ, sur le tabac, l'alcool notamment. Mais aujourd'hui, on insiste aussi énormément sur les aspects alimentation. Et donc, et puis aussi toute l'utilisation que l'on peut avoir au domicile, des produits ménagers, des cosmétiques. Donc, on essaye de balayer de manière un peu plus large comment la personne vit et quelles sont les potentielles expositions sur lesquelles on pourrait avoir des actions pour essayer d'aller vers un exposome plus favorable. Donc, il y a vraiment ces deux aspects qui sont l'aide, je dirais, au diagnostic complet, et puis derrière, il y a un intérêt en termes de médecine préventive et de pouvoir anticiper certains risques qui pourraient conduire à d'éventuelles pathologies. Donc j'allais dire que finalement les deux types de médecine, intégrative et préventive, là dans cet interrogatoire, elles sont toutes les deux liées. C'est-à-dire qu'à la fois on va interroger de manière intégrative, systémique, tout ce qui se passe autour du patient, donc on pourra aussi le traiter selon les différents besoins, et en même temps on peut agir de manière préventive en amont de ces besoins. Tout à fait. Et peut-être même lié aussi avec le planétaire, quoi, avec une échelle encore plus grande et environnementale. Oui, et c'est ce qui était évoqué par Véronique, quand elle ajoute, j'aime beaucoup cet ajout de définition dans la médecine intégrative, parce qu'on voit bien que la définition de départ, elle part encore vraiment dans l'acte thérapeutique, et finalement, en rajoutant ces strates, on va vraiment dans une véritable intégration beaucoup plus large, et effectivement, la prévention, elle a toute sa part. Justement sur la prévention, Raphaël, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment est gouvernée la partie santé préventive aujourd'hui, qui dirige un peu les choses, quels sont les acteurs et comment on peut faire pour bouger un peu les choses ?
C'est intéressant qu'on parle de médecine préventive parce que ça montre bien la vision qu'on a de la prévention en France. En fait, quand on parle de prévention dans le langage courant, on s'intéresse à toute chose qui permet de prévenir quelque chose, d'empêcher quelque chose de survenir. En fait, en médecine, quand on parle de prévention, on parle de médecine préventive, comme vous le faites, c'est-à-dire classiquement de tout ce qui est un acte fait par un soignant et qui permet d'éviter une maladie, mais centré sur un individu. Ce qui n'est pas inclus là-dedans, ça va être des dimensions plutôt collectives ou de politique publique qui relèvent plus de la promotion de la santé. Donc ça, c'est une première chose. La promotion de la santé aujourd'hui, c'est un truc qu'on fait un petit peu dans le cadre, par exemple, de campagnes d'information, d'éducation à la santé, mais en fait, ça regroupe aussi beaucoup d'autres aspects, notamment toutes les questions de littératie en santé, de santé communautaire, un concept un peu plus récent et peut-être assez difficile à rendre opérationnel, mais qui me paraît quand même digne d'intérêt, c'est ce qu'on appelle la santé dans toutes les politiques, c'est-à-dire le fait d'intégrer des dimensions sanitaires et des outcomes ou des mesures, des objectifs sanitaires dans des politiques publiques qui ne sont pas sanitaires au départ. On peut penser, par exemple, je sais pas, une politique de mobilité. Typiquement, les politiques de mobilité qui visent à transitionner aujourd'hui de véhicules polluants vers des mobilités douces, c'est un truc qui est fait pour des raisons environnementales. Ça pourrait aussi être fait pour des raisons sanitaires. C'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Les concepts, les aspects sanitaires sont pas pris en compte dans ces politiques publiques. Et en fait, c'est vrai de la politique scolaire, de la politique du logement, de beaucoup de politiques publiques qui dépendent de différentes strates, soit de collectivités territoriales, soit parfois de l'État. Donc voilà, les aspects sanitaires de politique publique extra-sanitaires sont peu pris en compte, et donc c'est ce concept-là qu'on appelle la santé dans toutes les politiques, et qui est difficile à mettre en œuvre, mais qui mériterait au moins qu'on y regarde d'un peu plus près. Oui, donc quand tu évoquais, Raphaël, la pertinence des soins, c'est très juste, et du coup, je voulais revenir sur ces consultations, cette notion de médecine intégrative, c'est finalement cet entretien autour de l'exposome. On a dit que c'était assez chronophage, en tout cas chronophage pas au sens péjoratif, puisqu'on voit tous les intérêts derrière, mais ça prend un certain temps, et je pense que là aussi il y a quand même des pistes de réflexion, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des formes qui existent d'entretien motivationnel, c'est-à-dire que vraiment on va aussi faire participer le patient dans sa démarche santé, et donc il y a probablement aussi des pistes dans la pertinence des soins, c'est-à-dire aussi aller chercher vraiment les actions essentielles pour le patient. On va essayer d'aller définir un certain nombre d'éléments qui sont clés, et l'objectif n'est pas d'être totalement exhaustif et de se dire on fait le tour de toutes les problématiques du patient et on va essayer de tout résoudre. Ça, c'est pas quelque chose de réalisable ni de souhaitable. Donc, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire autour de ça. Et comme on est dans un module pédagogique à destination des étudiants de santé, je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils doivent intégrer demain. C'est-à-dire que dans cette approche de la consultation avec le patient, c'est vraiment faire émerger les sujets clés. Et notamment, là, on parle de santé environnementale. Et à partir de ça, d'aller pointer vraiment les éléments sur lesquels on va avoir des leviers d'action puissants. Ça aussi, c'est pour moi de la pertinence des soins. Et est-ce qu'il y a des études qui arrivent à objectiver un petit peu ces bénéfices, en fait, un peu l'analyse de cycle de vie d'un parcours un petit peu plus intégratif et préventif versus un parcours, on va dire, un peu standard, où on est contraint par le temps et... Alors, c'est peut-être Raphaël qui connaît le mieux la méthodologie et la littérature. Il va répondre. Moi, je te donne juste un tout petit exemple de ce que j'ai pratiqué, en fait. C'est vrai que dans ma façon de pratiquer par rapport à des infections chroniques, oui, j'ai fait une petite étude comme ça, médico-économique. Et clairement, ça diminue beaucoup les dépenses de santé, de la moitié du groupe témoin dans mon étude. Donc, je pense qu'on a quand même tout intérêt à essayer d'utiliser ce genre de choses. Tu peux détailler l'étude juste parce que c'est je peux détailler l'étude si vous voulez. Donc, moi, j'ai une consultation spécifiquement dédiée aux patientes qui ont des cystites récidivantes. Alors, les cystites récidivantes, c'est un truc qui intéresse personne, parce que, bon, c'est pas très grave, d'abord, mais ça enquiquine beaucoup les femmes. Et donc, ces pauvres femmes, elles vont voir leur médecin généraliste, qui en a assez de les voir toutes les 5 minutes, qui finit par les rembarrer, etc. Et il y a des tas de facteurs qui s'ajoutent quand elles font des cystites quasiment tous les mois, donc des facteurs émotionnels, des facteurs de leur vie sociale, de leur vie
vie, on va dire professionnelle, de leur vie affective, voilà. Et donc tout ça amène à une espèce de statut de ces femmes qui est qu'elles sont un peu maltraitées par l'ensemble de la société et notamment par les médecins. Et quand on leur propose une prise en charge globale qui peut associer des tas de pratiques, personnellement, donc j'essaie de limiter l'usage des antibiotiques, de remplacer ça par des séances de relaxation, d'hypnose, la phyto, etc. Eh bien, on se rend compte que non seulement effectivement ces femmes vont beaucoup mieux, qu'elles sont autonomisées, qu'elles consomment moins d'antibiotiques, qu'elles ont perdu leur crainte par rapport à un certain nombre de choses et qu'elles ont dépensé beaucoup moins de consultations à la fin de l'année, beaucoup moins d'examens de CBU, voilà. Tout est aligné pour dire que cette façon de faire amène à un bénéfice global pour tout le monde. Donc je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être rapporté dans toutes les maladies chroniques. Moi, je l'ai fait dans ce que je connais. Mais c'est clair qu'on peut le mettre en lien dans les pathologies bien sûr cancéreuses, dans les pathologies de type diabète. Enfin, je pense que toutes les pathologies chroniques se prêtent à cet exercice. Et il faudrait ensuite développer les études médico-économiques. Non, moi j'ai peu de chiffres à vous donner. Je sais que c'est des choses qui sont très difficiles à mesurer. Enfin, ça peut se mesurer à l'échelle individuelle, c'est-à-dire la pratique intégrative pour certains. Enfin, sur le plan individuel, la pratique intégrative auprès de patients, on peut mesurer l'effet chez une cohorte de patients ou en comparant. Ce qui est beaucoup plus dur à faire, c'est sur le plan politique publique. En fait, depuis le début, on a deux conversations en parallèle. Une conversation sur médecine intégrative et médecine préventive qui s'intéresse aux patients et qui essaye de tenir compte de l'exposome et de différents aspects du patient pour essayer de prévenir l'arrivée de la maladie à l'échelle individuelle, et des questions plus de politique publique, de financement, de gouvernance, qui eux traitent plutôt des aspects publics et en tant que société, comment on s'intéresse à ces questions de santé. C'est plus de la médecine, du coup, c'est là où on sort de l'aspect médical, c'est plutôt des questions sociétales. Et là, effectivement, mesurer l'impact de politiques de prévention, c'est assez difficile. Ça peut être fait sur des politiques très ciblées, typiquement sur du dépistage de certains cancers ou des choses comme ça. Là où c'est beaucoup plus difficile, c'est ça va être sur des politiques un peu plus globales, typiquement l'adoption le développement de pistes cyclables plutôt que, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Ça, c'est très difficile à évaluer l'impact médico-économique de ça. En revanche, c'est pas pour ça que ça doit pas être fait, parce qu'on sait qu'il y aura forcément un impact positif, et l'avantage, c'est qu'il y a plusieurs co-bénéfices à ces choses-là. Co-bénéfice, ça c'est un terme qui est à mon avis assez clé par rapport aux problématiques qu'on traite. Peut-être dire un tout petit mot aussi sur la façon que nous avons de consommer du soin. Et là, c'est l'éducation aussi des citoyens qu'il faudrait essayer de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être à cause du fait qu'il y a de moins en moins de médecins, et aussi à cause du fait qu'on veut obtenir une réponse toujours extrêmement rapide au moindre problème, on va vers des systèmes de soins qui sont des urgences. Voilà, on perd un peu cette notion du médecin qui vous connaît et qui est en capacité de savoir finalement détecter ce qui est important, ce qui l'est pas, ce qui vraiment vous... Voilà. Parce que on veut, encore une fois, une réponse immédiate. Et donc, alors c'est dû à la fois au système, c'est dû à la fois à la société, c'est dû à la fois au fait qu'il n'y a pas assez de médecins, etc. Mais je crois qu'il faut vraiment redonner son rôle aux médecins traitants, aux médecins référents, de façon à ce qu'il y ait toute cette confiance qui reste et qu'on s'éloigne de cette consommation de soins. Voilà. Mais déjà, j'avais vu un chiffre, c'est qu'en France, on est un des premiers prescripteurs de médicaments, donc plus de 85% des consultations se soldent avec une ordonnance avec des médicaments. Et malheureusement, ces médicaments vont être jetés pour la plupart. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est à repenser et qu'on peut activer des leviers d'action. Là, je me permets de rebondir parce que c'est vraiment mon sujet de thèse, donc ça me parle évidemment. Évidemment, donc c'est vrai, en France, on est très très consommateur de médicaments. Il y a plusieurs déterminants à ça. Les patients s'attendent beaucoup à recevoir des médicaments quand ils vont voir leur médecin. Et en plus, les médecins surestiment cette attente de la part des patients. Donc, il y a une espèce de boucle d'attente de la part du patient et de compensation de la part du médecin. On en a parlé tout à l'heure. Sur ces aspects de consultation et le rôle du praticien et du soignant dans ces problématiques, est-ce que ça pourrait faire partie du rôle du praticien d'être un sensibilisateur direct de cette population de patients, parce que un des avantages de faire partie du système de la santé, c'est que à peu près tout le monde, tous les citoyens y passent, et du coup,
Le monde de la santé serait un vecteur particulièrement intéressant pour sensibiliser le patient, éventuellement même, c'est pas que j'ai envie de mettre ce module à toutes les sauces, mais pouvoir utiliser par exemple des modules comme ça, des ressources pédagogiques pour envoyer le patient venir se former, on parlait de la promotion de la santé, pour approfondir un petit peu et comprendre que sa santé dépend de plein d'autres déterminants et comprendre les aspects systémiques, les aspects évolutifs, et pour pouvoir les intégrer lui-même dans sa prévention au quotidien. Théoriquement, il faudrait que tous les soignants, quels qu'ils soient, parce que c'est pas que le médecin qui doit se charger de ça, ça peut être toute une chaîne et notamment l'infirmière, l'aide-soignante, enfin tout le monde, puissent donner une information claire et pertinente sur le risque environnemental de façon très large. Et je pense que c'est vraiment un petit peu comme ça qu'il faut essayer de voir les choses. Et en fait, j'ai même envie de dire qu'à mon avis, ça passe par le fait de refaire totalement un enseignement de la médecine différent. Alors là, je vais peut-être un petit peu loin, mais je vous explique un petit peu ma façon de voir les choses. Aujourd'hui, depuis, on va dire 40 ans, parce que moi, j'ai pas appris ça à la fac de médecine, qu'est-ce qu'on a eu comme découverte révolutionnaire sur l'installation des maladies chroniques? Il y a des jeunes, vous me direz si vous êtes d'accord avec ça. On a eu la découverte du microbiote, truc que connaissait pas. On a eu le rôle de l'épigénétique. Et on sait que notre génétique, c'est quoi, 10% de l'évolution vers nos maladies, puis le reste, c'est quand même... On a eu le rôle de ces deux-là qui fabriquent une inflammation un petit peu chronique. Et ça, c'est la physiopathologie de toutes les maladies chroniques. Donc, on pourrait peut-être déjà se concentrer sur une éducation à respect du microbiote, préservation de l'inflammation, et on essaye de faire attention à notre épigénétique et l'environnement. Et ensuite, le facteur un peu clé quand même là-dessus, c'est une découverte quand même, ça date de 1977, un prix Nobel, Guillemin, l'axe psycho-neuro-hormono-immunologique. Donc, on sait bien que toutes nos sensations, toutes nos émotions ont un retentissement sur notre organisme. Et donc, ce mot de psychosomatique que j'entends quelquefois me fait convulser, parce que tout est psychosomatique, par définition. Donc, il faudrait aussi qu'on arrive à intégrer un petit peu ces notions-là. Et je pense que si on arrive à faire comprendre à nos confrères, à nos consoeurs, que quelle que soit leur spécialité, ces éléments-là, c'est les mêmes pour tous, et qu'on peut donner des grands principes sans aller faire des choses très compliquées. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on peut aussi tous, autour de nous, donner des éléments simples pour essayer de faire comprendre qu'aujourd'hui, on a des connaissances sur des choses qui sont mauvaises pour notre santé et qu'on peut tous donner une information aux patients. Voilà, quel que soit notre niveau de discipline, de spécialité, voilà, il faut juste que ce soit à peu près clair. Comment imaginer le soignant de demain, le soignant de 2050, voilà. Vous projetez un petit peu sur comment vous aimeriez le voir, pas comment vous projetez de le voir, mais comment est-ce que vous le souhaitez? Je vais me lancer. Je vais passer le côté vestimentaire 2050 avec des vêtements futuristes. Je pense que 2050, c'est vraiment, c'est dans pas longtemps. Et la direction la plus importante, c'est à mon avis la transdisciplinarité. Et elle commence à se mettre en place dans les maisons de santé. Et je crois que c'est vraiment dans cette direction-là qu'il faut aller. C'est-à-dire que pendant longtemps, les soignants, les différentes filières médicales ont fonctionné un petit peu en silo, et que la clé, elle est là, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait un projet commun, un réseau commun. Pour travailler, on revient au parcours de soins, on revient à la pertinence des soins, et c'est vraiment un fonctionnement essentiel. Alors, encore une fois, l'hôpital n'a pas que des bonnes choses, mais quand on voit arriver aussi la pharmacie clinique, quand on voit les nouvelles approches, quand on voit dans certains services justement des approches non conventionnelles qui arrivent, ça, je crois que c'est vraiment extrêmement positif. Donc finalement, il n'a rien d'exceptionnel, le soignant de 2050. C'est simplement qu'il prend conscience qu'il n'est pas en capacité de tout savoir, il a son domaine d'expertise et qu'il doit s'entourer d'autres domaines d'expertise et avoir une connaissance globale, et que lui, parmi cette connaissance globale, il apporte sa pierre à la réussite.